Bonjour à toutes et à tous, jeudi 5 janvier, mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Alexis Poulain, journaliste, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste politique sur Sud Radio tous les mercredis matins. Frédéric, et bonne année puisqu'on ne s'est pas vu. Frédéric Dabi, très bonne année, directeur général de l'IFOP. Vous avez publié La Fracture aux éditions Les Arènes. On va parler avec vous d'un sondage sur le climat social en France. Pascal Bataille, bonjour Pascal, bonne année à vous. Bonne année, animateur, producteur, chef d'entreprise, et Nicolas Jeantet, bonjour, directeur des centristes et conseiller de Paris. Climat social, retour des gilets jaunes, point d'interrogation. En tout cas, que pensent les Français? Quel est leur état d'esprit face à la crise que nous traversons? Les profs du primaire à la rescousse du collège. Et puis l'interview de Papendia hier, assez lunaire une fois de plus. Complètement lunaire. Et puis aujourd'hui, c'était hier d'ailleurs, mercredi, Charlie Hebdo qui a publié un numéro spécial à l'occasion du 7 janvier. Absolument, et de ce qui se passe en Irak. Oui, avec un appel à caricature, des caricatures justement qui attaquent le président iranien, qui lui a mis en garde la France après ces caricatures. On va y revenir tout à l'heure. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Tiens, Frédéric, on va commencer avec vous, mais avec l'absence des femmes dans le classement du journal du dimanche. Alors on m'avait pas dit que je devais parler de ça, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que vous aviez dit aussi, et comme vous vouliez parler de votre sondage, j'ai dit on le fera après. Voilà. C'est la surprise. Non, mais c'est vrai que moi je suis très attaché au top 50 IFOP JDD. C'est le plus vieux sondage sur des personnalités préférées. C'est notre grand politologue Jean-Luc Parodi qui l'avait créé en 1988. Et on va dire, c'est un sondage, mais ce n'est qu'un sondage, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est le seul sondage qui mélange toutes sortes de personnalités, du monde politique, du spectacle, etc., des humoristes, des gens de la télévision. Il a une vraie historicité et il y a une... c'est un peu le reflet des tendances de la société. Le premier top 50 de février 88, il y avait une vingtaine de politiques dans le classement, y compris Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, Mitterrand qui était troisième. On les a vus disparaître. Là, on n'a que Marine Le Pen et Emmanuel Macron. On a vu les comiques monter, c'est-à-dire dans le contexte de crise, le comique, c'est un peu une sorte de dérivatif. On a vu beaucoup de personnalités de la télé dans les années 80 qui ont disparu. On a vu l'absence totale de personnes de la télé-réalité, comme s'il fallait être authentique, quand bien même on n'a pas beaucoup d'actualité. Et l'exemple archétypal sur l'absence d'actualité, c'est Jean Goldman, premier pour la 12e fois. Il aurait pu être même premier 20 fois, mais à un moment il ne voulait plus être dans le classement. Je pensais qu'il était premier depuis le début. Non, en fait, l'histoire du top 50, on ne parle pas encore des femmes, mais ça va venir. L'histoire du top 50, c'est d'abord un mano à mano entre deux figures emblématiques, l'abbé Pierre et le commandant Cousteau. Puis il y a eu les sportifs, David Douillet, Zinedine Zidane, et maintenant il y a eu Noah, et maintenant c'est Goldman. Et Goldman, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'a pas sorti d'album depuis 21 ans, il n'en sortira plus. Il ne parle pas. Son dernier spectacle, sa dernière tournée des Enfoirés, c'est 2013, et sauf pour faire une chanson pendant le Covid, sauf pour prendre la parole quand il y a eu une polémique sur une chanson des Enfoirés qui paraissait très anti-jeune ou anti-vieux, si je puis dire, il ne parle plus. C'est ce qui est intéressant, le top 50 récompense l'authenticité, les trajectoires, ça fait 40 ans que tout le monde a Goldman dans la tête, etc. Maintenant, et Sophie Marceau alors Sophie Marceau, c'est tout le temps numéro 1 ou numéro 2. Justement. À l'époque, il y avait même Ramayad qui était tout le temps dans l'eau du classement. Non, pas dans le JDD. Pas dans le JDD. Ah, pardon, je confonds. Nicolas, désolé mon cher Frédéric, fait une très bonne remarque. Qu'est-ce qu'on voit dans ce top 50? On a seulement, alors qu'on a testé 106 personnes, 53 hommes, 53 femmes, les historiques, ceux proposés par le JDD, ceux trouvés par les lecteurs du JDD. On a fait une grande consultation sur 50 personnalités qui passent la rampe. On n'a que 15 femmes, ce qui est extrêmement peu. Et en fait, pendant 3 ans, on avait fait 2 classements. On avait essayé de cacher le problème en faisant un classement des hommes, un classement des femmes. Et chez les femmes, c'était effectivement Sophie Marceau. Là, on est revenu aux sources du top 50, mais j'ai regardé le premier top 50, il y avait 11 femmes. Celui d'il y a 3 ans, c'est-à-dire il y a 4 ans, pardon, le dernier avec hommes-femmes mélangés, il y avait 15 femmes. En fait, c'est lié, à mon avis, à une sorte de moindre visibilité des femmes, une moindre médiatisation. Pourtant, on n'a jamais parlé autant d'égalité hommes-femmes. Mais c'est vrai. Pantin, Pantine et compagnie. Pantin, Pantine, est-ce que ça sert la cause des femmes? Je pense qu'on en a parlé hier, c'est pas la peine de revenir. C'était un joke. Ça a été aussi occulté
caché par le fait que pendant très très longtemps, il y a eu des femmes en haut du classement qui étaient des femmes exceptionnelles. Sœur Emmanuelle dans les années 90, Simone Veil dans les années 2000, quelques mois avant sa mort, elle arrive en deuxième position. Donc c'est très intéressant de voir que bien sûr, MeToo, banalisation de l'accession d'une femme à l'hôtel Matignon, on en a parlé une semaine et maintenant c'est complètement fini. Pour autant, je trouve qu'il y a cette question de la visibilité, d'attendre peut-être plus des femmes, et c'est vrai que ce classement, de ce point de vue-là, on m'a fait écrire un édito là-dessus dans le JDD, où sont les femmes, comme disait qui vous savez, et c'est vrai que ce top 50, qui est un reflet de la société sur beaucoup de tendances, interpelle sur cette faible présence des femmes. Mais ce qui interpelle la première, elle est en 20e position, je ne l'ai pas dit, c'est Florence Foresti. Et Sophie Marceau est 26e. Mais ce qui interpelle, c'est aussi dans ces sondages, pardon Frédéric, c'est ces gens qui ne font rien, comme Jean-Jacques, qui ne font rien comme Jean-Jacques Goldman, ou même dans le classement des personnalités pour Match, quand on voit que François Hollande arrive en 3e position, il y a un truc qui... C'est quoi ? C'est moins on en fait, plus on est populaire ? Alors, on est sur deux classements différents. Oui, mais vous vous rendez compte que le point commun, c'est moins ils en font et plus ils sont populaires. Il y a des risques que Omar Sy baisse l'année prochaine. C'est vrai que le top 50 privilégie plutôt l'absence de clivage. D'ailleurs, un exemple, Nicolas Hulot était très haut dans le classement. Dès qu'il est entré en politique, il a baissé, et maintenant, pour les raisons qu'on connaît, il s'est absolument effondré. Et Valérie Expert. Mais non, je ne sais même pas tester. Il faudra me tester. Voilà. Nicolas, votre coup de gueule. Ah oui, mon coup de gueule, c'était contre le collectif Rénovation, je ne sais plus comment ça s'appelle, Rénovation Urgente ou Rénovation... bref, ces jeunes qui bloquent les rues et qui hier d'ailleurs ont lancé de la peinture orange sur Matignon. Et vous savez pourquoi ils le font ? Ils le font pour accélérer le gouvernement dans la rénovation thermique des bâtiments en France. Et voilà qu'une étude en Angleterre est sortie et pour démontrer que la rénovation thermique des bâtiments ça marche pas si bien que ça. Et l'analyse, l'étude qui est sortie en juillet 2003 et que Marianne a publiée, porte sur 55 000 ménages entre 2005 et 2017 et qui étudie la rénovation 5 ans avant et 5 ans après. Et il apparaît que l'isolation des murs dont on parle très souvent, au bout de la première année, elle diminue de 7% et la troisième année, elle diminue à 3%. Bon. Pareil pour l'isolation des combles. Dès la deuxième année, ça baisse de 1,8% pour ensuite s'effilocher. Et donc finalement, au bout de 3-4 ans, l'isolation que vous avez faite dans votre maison ne sert plus à rien. Il faut le refaire. C'est incroyable cette étude. Alors il y a ce qu'on appelle, et Marianne l'explique bien, l'effet de rebond. C'est-à-dire que, notamment chez les ménages les plus défavorisés, quand ils font une rénovation thermique financée, bien évidemment, par l'État, ils compensent et ils augmentent le chauffage ensuite pour effectivement être bien dans leur maison. Alors que c'est totalement paradoxal, c'est alarmant en même temps, et on a envie de dire aux gens, faites attention aussi à qui vous faites faire les travaux, parce que là-dessus, il y a beaucoup d'arnaques, et puis notamment sur la prime Rénov'. Voilà. Je voudrais profiter de cette antenne pour reparler d'une arnaque dont on a déjà parlé ici, mais de plus en plus de gens se font avoir, où votre conseiller vous appelle, c'est le numéro de votre banque qui vous appelle en vous disant bonjour monsieur Dabi, vous êtes bien, je vous appelle de la part de votre conseiller qui là est absent, mais il y a une fraude, on a retiré 600 €, 700 €, vous êtes bien le compte numéro tant, vous avez été bien à telle adresse. Ils envoient des SMS. Non, mais là c'est pas des SMS, ce sont des appels. Et après ils vous envoient des codes par SMS. Absolument, en disant, et donc vous êtes un peu dans la panique parce que voilà, moi aussi c'est pour ça que je le redis. Avec le numéro d'appel de votre banque. Parce qu'ils piratent les numéros d'appel de votre conseiller, ils ont votre numéro de compte, ils ont tout un tas d'informations, il ne faut surtout pas paniquer, ils vous appellent en général à des horaires où vous ne pouvez pas appeler votre conseiller. Moi, c'est arrivé à une de mes amies qui était à l'étranger, et en plus, elle n'avait plus accès à Internet à ce moment-là. Donc, elle n'a pas pu vérifier ses comptes, donc vous êtes un peu dans la panique, on vous dit il y a eu 3 virements, donc il faut tout de suite agir. Donc, on vous envoie un code, vous cliquez, et en l'espace de 10 minutes, le type avait créé 5 comptes PayPal, Apple, machin et tout, a fait passer des commandes, et elle a eu un doute à la fin de cet appel en se disant mais parce qu'elle lui dit à la fin mais ma conseillère va m'appeler, et il lui dit elle revient la semaine prochaine, et là elle percute, elle lui dit mais elle m'a dit qu'elle partait pas, et là elle raccroche et elle appelle tout de suite sa conseillère qui lui dit oui c'est une arnaque contre laquelle on n'arrive pas à agir. Donc ils ont réussi à bloquer un certain nombre de choses, mais surtout... On connaissait les SMS sur le compte professionnel. Absolument. On connaissait même les SMS sur le Twitter, les Colissimo,
Amélie, tout ça. Mais ils piratent les numéros de banque, ils ont vos coordonnées. Donc c'est vraiment massif parce que dans mon entourage, je suis arrivé à 2-3 personnes, un qui s'est fait avoir et 2 qui ont compris à la fin que c'était très bizarre. Voilà. C'est pour ça que je ne réponds jamais à mon banquier quand il m'appelle. Ça me permet de faire un coup de gueule aussi sur les numéros, vous savez. Donc, très bien, des mesures sont enfin prises pour lutter contre le démarchage téléphonique, qui est un poison, et en particulier pour les personnes âgées. Et je voyais ce matin dans le Parisien les numéros qui sont autorisés à vous appeler, mais enfin, c'est invraisemblable. Donc, les gens qui peuvent vous appeler ont des numéros qui commencent par 01 62 01 63 2 70 2 71 4 24 25. Enfin, comment voulez-vous retenir ces numéros-là? Il y a une vraie question du démarchage à domicile aussi. Bon, je postule pour être ministre de la Consommation. Ça serait la Véronique Neyer pour 2020. Non, mais ça manque vraiment la protection des consommateurs. Et cette fraude, je le dis à tous nos auditeurs, si un conseiller soi-disant fraude vous appelle, raccrochez et appelez votre banque dès que vous le pouvez. Voilà. Bon, ceci étant dit, mais c'était important de le dire et de le redire. On doit marquer une pause. Il est 9h13 sur Sud Radio, mais on va continuer le tour de table. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. Et on va se mettre d'accord avec Alexis Poulain, Frédéric Dabi, Pascal Bataille et Nicolas Jeannetet. Alors on continue notre tour de table. Le coup de cœur ou le coup de gueule d'Alexis. Ah, moi, c'est un coup de cœur, c'est pour... Ouais, je sens ironique. Oui, parce qu'il est pas en général, s'il nous fait un coup, ça fait plaisir. J'aimerais qu'autour de cette table, vous mettiez un peu à penser printemps, tous. Voilà, comme le philosophe Alain, comme Emmanuel Macron, qui a repris les ministres, un peu comme vous, autour de cette table, en disant, ça suffit, la conjuration des esprits tristes, il faut être positif. C'est pas parce qu'on est assis sur 3 000 milliards de dettes qu'on est en année de récession. C'est parti, ça y est. Voilà, que tout va mal, que tout va mal. Non, tout va bien. Pensons printemps, c'est ça? Printemps, c'est le retour du penser printemps au cœur quand même d'un moment, enfin d'une rentrée, on va en parler, qui va être particulière, puisqu'on parle de réforme de l'assurance chômage, réforme des retraites, d'une économie mondiale qui entre en récession, de difficultés pour les boulangers, pour les petits commerces, les artisans, les restaurateurs, avec ces factures d'énergie qui explosent, et Bercy qui pédale tous les jours pour essayer de trouver des petits chèques, des petites solutions pour que ça tienne un peu et que les faillites n'arrivent pas en masse dès le premier trimestre 2023. Donc c'est bien de commencer l'année avec, je pense, cette idée de penser printemps. Donc c'est un coup de cœur. Le président a raison. C'était juste ça, penser printemps. Oui, peut-être. C'est le nouveau slogan pour de la station. Pour ceux qui seront encore avec nous au printemps. Voilà, pour les autres, ce sera plus difficile. Plus parlons vrai, c'est penser printemps. Printemps. Vous avez vu la très jolie attention de Gérald Darmanin, c'est Benjamin Glaise qui en parlait ce matin. Au Conseil des ministres, il y avait une petite brouette avec une boîte de chocolat, qui viennent du Nord, qui symbolise le Nord. C'est l'esprit printemps. Mais c'est ça, c'est joyeux. Et la brouette, c'est assez symbolique. Il est arrivé à pied aussi, c'était magnifique. De quoi, s'il vous plaît, Pascal? D'un gouvernement qui rame un peu. Tous dans la brouette. Alors moi, je vais continuer. Je vais être printanier, puisque Alexis nous y incite. Je voulais envoyer un coup de cœur aux travailleurs français dans son ensemble, et puis aller un peu contre une idée reçue dont on nous rebat les oreilles beaucoup en ce moment en période de réforme des retraites, qui voudrait que le travailleur français ne travaille moins que ses voisins. Et donc j'ai vu hier le rapport du XERFI, qui est un organisme tout à fait sérieux, qui nous informe que le travailleur français travaille 1511 heures par an, celui qui est à l'actif occupé. Il faut savoir de quoi on parle, évidemment. Mais l'actif occupé travaille 1511 heures par an, contre 1383 heures pour l'allemand, c'est-à-dire 9%. L'allemand est feignant, c'est bien 9% de plus, et 1537 pour le britannique, c'est-à-dire à peu près équivalent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à la productivité du travailleur français, qui est, selon ces organismes, 17% supérieure à celle de son voisin d'outre-Rhin. Voilà, pour dire non pas qu'on est parfait, parce que notre problème n'est sans doute pas chez ceux qui travaillent, mais chez ceux qui ne travaillent pas, d'où l'intérêt de cette réforme de l'assurance chômage, mais en tout cas pour ceux qui travaillent, ils travaillent bien, voilà, il faut le dire. Et j'ai dit avant de rentrer dans le sujet à Laurent, oui, moi qui ai vécu 12 ans en Allemagne, les Allemands se lèvent très très tôt
mais quittent le bureau à 16h pour aller au sport, pour aller chercher les enfants. Ils ont une qualité de vie vraiment différente de nous. Frédéric, on va passer à votre sondage IFOP fiducial pour Sud Radio sur l'état d'esprit des Français face à toutes les crises qu'on traverse. Est-ce qu'ils sont résignés? Est-ce qu'ils sont combatifs? Quel est l'enseignement de ce sondage? Oui, c'est une question historique que l'on pose avec Sud Radio depuis maintenant plusieurs années. L'état d'esprit dans cette rentrée est si compliqué, où il y a vraiment une forte conflictualité, où il y a deux colonnes de feu qui peuvent embraser le pays, qui serait la réforme des retraites. Dans le sondage, on voit que le passage à 65 ans n'est soutenu que par 21% des Français. C'est quand même faiblissime. Quand on passe à 64 ans, c'est un petit tiers. Ça reste faible, rien à voir avec 2010 où il y avait une petite majorité, presque 1 sur 2, qui disait allez, faisons un dernier effort raisonnable. Et la deuxième colonne de feu, si je puis dire, dans ce paysage social embrasé, c'est cette question inflation, pouvoir d'achat qui écrase tout. Quand on interroge les Français, 1 sur 2 se dit révolté, 1 tiers résigné. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même 10 points de moins sur la révolte, même si se dire révolté, ce n'est qu'un sondage, mais ce n'est pas anodin, mais c'est 10 points de moins que ce qu'on mesurait en novembre 2018, juste avant le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur est-ce qu'on pronostique qu'un mouvement d'explosion sociale type Gilets jaunes pourrait arriver, on est à 79% de oui. Et est-ce qu'on le souhaite? Parce qu'on peut le pronostiquer, mais pas le souhaiter. Le souhait, c'est... Moi, je trouve que le chiffre est très fort. 52%, ce n'est pas rien. Et c'est une majorité qui souhaite, qui souhaite un mouvement de type Gilets jaunes. Alors, ce qui est très intéressant aussi, il ne faut pas oublier, le mouvement des Gilets jaunes n'a pas été un mouvement de masse. Au maximum, sur un samedi, il y a eu 400 000 personnes en France. Mais... il a été soutenu fortement par les Français parce que les ressorts du mouvement des Gilets jaunes parlaient aux Français. Les taxes, le travail qui paye mal. Et là, aujourd'hui, on voit que tous les ferments d'une gilet jaunisation, je l'ai bien dit, sont là. Le travail qui paye mal, les taxes, une mesure symbolique comme la zone à faible émission qui pourrait mettre le feu aux poudres en termes d'injustice, la catastrophe pour les boulangers, les médecins, l'hôpital. On voit que tous les ferments sont là, mais est-ce que ça va s'agréger ? Est-ce qu'il va y avoir une contagion? Personne ne peut le dire. Moi, je suis quand même frappé par le fait que beaucoup de gens se disent d'abord résignés, plus que révoltés. La part des Français qui se disent confiants ou enthousiastes est égale à 12%. 2 enthousiastes et 10 confiants. Ça fait quand même un Français sur 10. 2% d'enthousiastes qui pensent printemps. Bravo. Voilà. Ce sont les amis d'Alexis Poulain. C'est les printaniers. Voilà. Il y a quand même, on voit que c'est dans la tête de l'exécutif, parce que dans le plan de sobriété, il était question de descendre la limitation de vitesse à 110 km/h sur les autoroutes, en disant on aurait pu comme ça économiser de l'essence à l'époque des grèves dans les raffineries. Et ça a été évacué tout de suite, parce que c'était, rappelez-vous, les 80 km/h. Oui, ça a été un des éléments qui a déclenché. Donc on voit qu'il y a vraiment, c'est comme du lait sur le feu en ce moment. Donc les gens sont attentifs. Je pense qu'il y a des marges de négociation avec les syndicats qui sont déjà existantes, qui sont préparées pour donner du lest sur la réforme des retraites. 65-64, les carrières longues, etc. L'assurance chômage, déjà un recul sur les 40%. Donc je pense que le gouvernement s'est prévu des marges pour éviter justement d'aller dans le mur et de dire il n'y a pas de négociation possible et on continue. Maintenant, la réalité, c'est ces appels à l'aide de tous les commerçants qui se rendent compte que la facture d'énergie n'est pas possible. Et là, la réponse immédiate qui va être de remplir des fiches pour avoir des aides en fonction de votre statut, ça va peut-être occuper un temps, mais la réalité, c'est qu'il faudra quand même payer, trouver un contrat d'approvisionnement, et tout ça, il n'y a pas de réponse aujourd'hui. Et là, ça pourrait être un déclencheur beaucoup plus vaste. Révolté, c'est 48%, résigné, c'est 32%. Moi, je trouve que le mot le plus intéressant, effectivement, c'est la résignation. C'est vraiment la leçon qu'on tire de ce sondage. Je crois, à mon avis, qu'il y a 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, si on se souvient bien, les Gilets jaunes ont eu lieu, mais finalement, ils n'ont pratiquement rien obtenu. Après des mois et des mois de manifestations. On se souvient, il y a eu la prime de 100 € sur le SMIC, il y a eu la baisse effectivement à 80 km/h sur les routes, mais à part ça, il y a pris Macron et Macron, mais il n'y a pas eu effectivement de grande. Et puis deuxième, je pense, raison de cette résignation, c'est qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que la problématique, les solutions échappent au gouvernement. À l'époque, là, l'énergie, le gouvernement peut à peine le contrôler, puisque c'est une réponse souvent européenne. Donc finalement, ils ont l'impression que la crise échappe. Voilà, il y a un sentiment de dépossession, de perte de maîtrise du gouvernement. Le seul point
point sur lequel ils peuvent agir, c'est effectivement la retraite. Ils vont descendre dans la rue pour essayer de baisser de 64 à 65 à 64, etc. Mais je sais pas si c'est la retraite qui mobilisera plus que le... Je pense que la mobilisation sera faible. Il y a plus un sentiment d'anesthésie générale. Les gens sont dans l'attente, ils sont un peu résignés et on a l'impression que ils attendent de voir ce qui se passe. Et puis surtout, comme tu l'as dit Alexis, il y a l'apparition de ces collectifs. Bien sûr. Collectif des contrôleurs, le collectif des médecins libéraux sur Facebook, le collectif des boulangers. Je crois même temps qu'il y a le politique des pressings. Chaque corporation maintenant monte son collectif sur Facebook et essaye de grapper quelque chose au gouvernement. Pascal. Moi, je suis assez inquiet à la fois effectivement par le taux des résignés, parce que pour moi un peuple résigné, c'est un peuple qui est prêt à subir et à accepter n'importe quoi. Et ça, c'est très dangereux. Et en termes notamment de privation de liberté individuelle, je pense que 48% de révoltés, c'est quand même aussi très important, et qu'il faut pas le négliger. Est-ce qu'on n'a pas aussi un effet rebond du quoi qu'il en coûte, la fin du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit bien que le gouvernement, enfin l'État français ne peut plus abonder comme il l'a fait pendant toute la période Covid, souvent bien plus d'ailleurs, il faut le reconnaître que d'autres pays. Le nombre de faillites de petites de TPE et PME est en train d'exploser, ce qui était prévisible. Le nombre de gens qui vont se retrouver effectivement dans et en même temps l'économie ne va pas si mal. Non, les créations d'entreprises sont nombreuses. C'est pour ça que je pense que encore une fois, il est étonnant de lire 48% de révoltés, parce que moi je les rencontre pas dans la rue, les révoltés. Alors on va voir ce que donne effectivement la manifestation de samedi. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel effet gilet jaune qui a été totalement perverti, ces gilets jaunes à l'époque, le mouvement des gilets jaunes, il a été complètement détruit par tous ceux qui en ont profité pour faire de la casse, pour faire de la violence, et évidemment qui ont permis... Si je puis me permettre, dans les enquêtes, les Français ont toujours opéré une dissociation entre les casseurs et les gilets jaunes, dont les revendications ou les ressorts du mouvement parlaient aux Français. Je le répète, le travail qui paye mal, c'est devenu la principale injustice, plus que être au chômage. Mais au niveau du gouvernement et de l'autorité, ça a permis effectivement de refuser aussi de prendre en compte certaines revendications. Voilà. Alors est-ce que effectivement la révolte, elle va vraiment se traduire dans la rue demain? En tout cas, le ferment est là, et je pense qu'on aura la réponse assez vite. Mais en antenne, on disait de façon un peu triviale avec Alexis, je ne suis pas sûr que les Français aient envie de bordel, dans le bordel, c'est-à-dire de rajouter du désordre au désordre. Je pense qu'il y a une sidération avec les années qu'on a vécues d'état d'urgence permanent, de Covid, etc. Il y a l'état du monde, la guerre en Ukraine, l'inflation, qui fait que l'incertitude est à un tel niveau que la résignation, c'est peut-être simplement le recentrage sur je vais essayer de débrouiller en tant que petit poisson dans cet océan. Les gens n'ont pas envie de revivre les gilets jaunes. Et se lancer dans un mouvement de fond, de protestation aujourd'hui peut paraître mais je partage complètement ce qu'a dit Alexis, et c'est vrai, il y a aussi une histoire. Avant, il y a une trentaine d'années, des gens mécontents descendaient dans la rue. Maintenant, les Français, quel est le dernier grand mouvement social qui a fait bouger les choses? Pour moi, c'est le CPE. En 2006, en 2010, face à la loi, face à la réforme des retraites de Sarkozy-Fillon-Wurst, il y a eu parfois plusieurs millions de personnes dans la rue les samedis, rien à voir avec les gilets jaunes. Et finalement, le gouvernement a tenu, parce qu'en plus, il y avait un soutien d'une partie de l'opinion publique. Donc, descendre dans la rue, l'action collective, c'est moins automatique. Et alors, chez les jeunes, ça a complètement disparu. Bon, il y a quelques marches pour le climat, mais on est sur une logique individuelle qui, mieux que moi, peut faire avancer la cause. Et puis, ce qu'on a vu à Matignon hier, c'est-à-dire venir et puis balancer de la peinture. On se retrouve dans un instant, 9h28 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h. Alors Frédéric, vous faites traiter de menteur sur la mobilisation des Gilets jaunes, comme quoi il y avait des millions de gens dans la rue. Mais sincère. Sincère, bon, non. Et Stéphane demande si quelqu'un était dans des manifs de Gilets jaunes. Oui, Stéphane, on y est allé voir. Et est-ce qu'on les a soutenus et compris? Je crois que si vous avez bien écouté, Stéphane, je crois que c'était le fond de ce qu'on disait. Je crois que Sud Radio leur a beaucoup donné la parole dans mon souvenir. Et
que c'était une révolte qui parlait aux gens, donc vous pouvez pas nous mettre en doute sur ce sujet-là. Au-delà je pense que le terme gilet jaune, ça fait partie de l'histoire maintenant. C'est 2018, c'est quelque chose qui a été là, les ronds-points. Enfin voilà. Aujourd'hui, on est au-delà. On parle d'un mouvement de révolte, quasiment, même si elle est rentrée, même si elle est résignée, cette révolte, c'est assez étonnant. C'est la grande démission, c'est aussi le côté, la petite désobéissance, parce qu'il y a eu trop de mesures liberticides, parce qu'il y a eu trop de difficultés. C'est pas le retour des gilets jaunes. Enfin, c'est juste que ce sera autre chose. La colère qui a existé en 2018 n'a fait que continuer de manière sourde. Les causes de la colère sont les mêmes. Elles se sont même aggravées. Donc la réalité, c'est simplement que des gens qui étaient à la marge du mouvement, qui regardaient ça en disant je ne vais pas aller manifester, sont maintenant touchés également. Avec un point commun quand même, des syndicats encore et toujours dépassés. Mais bien sûr. Mais parce que c'est aussi... C'est la faillite de la représentativité, on en parle souvent ici. Tous les corps intermédiaires, qu'elles soient politiques. Macron a favorisé, a dévalorisé. Absolument. Pendant la première partie de son quinquennat, en ne les recevant pas, en les ignorant et en faisant un pouvoir très vertical. Quand on voit les politiques, notamment de la NUPES, soutenir des actions violentes, etc., ils sont totalement à contresens. Ça veut dire qu'ils prennent en compte la faillite de leur propre rôle et ils disent on n'est plus capable d'agir ou on ne sait plus comment agir. Donc effectivement, il faut aller casser ou il faut aller jeter de la peinture orange sur la façade de Matignon. Ou sur les tableaux. Sur les tableaux. C'est Clémentine Autain qui a appelé à la mobilisation hier en disant que tout partait à volo. Est-ce que c'est... on sent qu'en tout cas certains souhaitent qu'il y ait une reprise de la mobilisation. Les Insoumis, ça fait longtemps qu'ils le font. Rappelez-vous, l'été dernier, ils ont appelé dès le mois de juin à la grande marche du 16 octobre sur le pouvoir d'achat. Elle a été un véritable bide, il faut dire. Mais c'est le fait, je pense aussi, et je partage ce que dit Pascal, les corps traditionnels mobilisant les Français ont laissé la place à des mouvements spontanés. On a parlé autour du 24 décembre du mouvement des contrôleurs, mais c'est un mouvement sans visage, sans mot d'ordre. C'est ce que je disais des réseaux sociaux. Il y avait quand même le mot d'ordre sur les serres, et qui s'est évanoui comme il est arrivé. Et puis il ne faut pas oublier un élément, c'est que je pense, c'est Clémentine Autain, il y a beaucoup de gens qui veulent se payer Macron. Bien sûr. Les gens en ont assez de Macron. Ses vœux ont été terribles, complètement à côté de la plaque. Là où je partage ce que vous dites, mais un peu moins. Non, mais il est minoritaire dans les enquêtes de popularité. On va publier la semaine prochaine le baromètre fiducial pour Match. Mais c'est aussi un point de blocage. On n'est plus dans la logique de bipolarisation où quand on en avait marre de Giscard, on disait peut-être la gauche. Quand on était mécontent de Mitterrand, on disait peut-être Chirac. Là, on est sur l'idée, quand on pose, et c'est une question que j'aime bien poser, qui ferait mieux que lui Personne ne s'impose. Un peu Marine Le Pen. Et on est dans une logique où Macron est certes minoritaire, mais il a un socle de popularité qui est malgré tout... Alors, vos auditeurs, certains vont gueuler. Mais qui est dû à quoi alors, Frédéric ? Eh ben, c'est une logique de distinction. C'est-à-dire, quand on interroge qualitativement les Français, ils disent personne ne ferait mieux que lui. Imaginez Jean-Luc Mélenchon traiter la crise ukrainienne. Imaginez Marine Le Pen à sa place. Et il a un socle. Et il a un socle de popularité qui tient, qu'on le veuille ou pas, même si c'est vrai que les deux colonnes de feu, réforme des retraites, qui est éminemment impopulaire, et pouvoir d'achat, inflation. L'inflation, même si elle est moins forte que prévu, là on est à moins de 6%, elle est quand même, elle bouleverse les repères des gens. Elle touche tout le monde, tous les produits sont touchés. Exactement. Oui. Ben non, mais c'est-à-dire, c'est l'offre et la demande. Mais ça fait partie également, je pense, de la transformation politique de ce mouvement de colère. Parce que les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de transformation politique. Non, par choix. C'est moins de 1% aux européennes. Non, mais voilà. Par choix d'ailleurs, parce qu'ils se sont plantés. Ben, ils se sont pas organisés. Ils ont essayé de se présenter aux élections européennes. Pas vraiment, il y avait trop de mouvements, etc. Mais derrière, il y a eu quand même la rencontre sur les ronds-points, il y a eu les assemblées d'assemblées, il y a eu une réflexion sur c'est quoi la démocratie, c'est quoi la solidarité, le vote blanc, etc. Le vote blanc. Donc tout ça a fait avancer quand même une réflexion démocratique au sein du pays, mais la traduction politique n'est pas là. Et je pense que c'est la même chose sur la colère. On regarde, d'un côté, on a Marine Le Pen, de l'autre, on a Jean-Luc Mélenchon, et après, on se dit, mais oui, et quoi puisqu'à l'Assemblée, c'est 49-3 et tout le monde rentre chez soi. Donc il y a un vrai problème de débat au sein des structures de débat existantes,
corps intermédiaire, les partis politiques aussi, bien sûr, les syndicats, mais aussi les médias d'une certaine façon, sur l'organisation du débat. Et ça, c'est quelque chose qui fait que y a cette colère, qu'elle trouve pas de débouché ou de transformation politique, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Alors, une auditrice me dit, pendant le Covid, on devait changer nos vies et nos modes de consommation. Je sais que ce n'est pas simple, mais on reprenait, et si on reprenait possession de nos vies en allant chez les petits commerçants, je sais que c'est pas simple. Elle donne un exemple, 1 kilo de pommes à Carrefour hier 2,99 €, les mêmes chez un producteur 1,80 €, pareil pour la viande, 2 steaks hachés 3,45 € à Carrefour, 3,35 € dans un magasin qui regroupe des producteurs. Je redécouvre la proximité, là elle parle de l'économie et les gens peuvent encore choisir, donc c'est un témoignage très intéressant. Mais le monde a changé après le Covid, le monde du travail notamment. Les restaurateurs aujourd'hui se plaignent de quoi? Ils ne peuvent plus recruter de personnel parce que les jeunes n'ont plus envie de travailler à des horaires indécents et qu'ils ont envie de trouver une qualité de vie. Donc effectivement, le monde a changé après le Covid. Oui, il faut s'adapter. Allez, je voudrais qu'on parle de l'éducation et de cette interview hier de Pape Ndiaye. Je trouve qu'il a une sorte de distance un peu aristocratique dans sa manière de parler. Il n'a pas l'air très concerné par le sujet. Oui, c'est ça. Donc il y a deux choses. Déjà, les enseignants, le président de la République avait promis que les enseignants seraient augmentés à partir de janvier, mais ça c'était pendant la campagne électorale et ils ne le seront qu'en septembre, si j'ai bien compris. Je vais être tout à fait sincère. Je n'ai pas vu cette interview, mais j'ai envie de rebondir, Valérie, sur vos deux termes. Il n'a pas l'air concerné, il a une certaine distance. Ça me fait dire que en politique, pour faire avancer des politiques publiques, pour créer de la confiance chez les Français, il faut incarner. Il faut d'incarnation. Moi, je suis frappé. Je ne connais pas Pape Ndiaye. Non, moi non plus. Je parle en tant que c'est quelqu'un qui a un parcours absolument extraordinaire. Mais les deux points sur lesquels les Français sont les deux points d'inquiétude extrême, l'école et la santé, sont gérés par des personnes qui ne sont, ça a peut-être changé, inconnus des Français. Pourtant, c'est un médecin, pour faire bouger les choses. Alors, François Braun, je lis que c'est quelqu'un qui connaît bien les choses, qui a une très bonne écoute. Je ne juge pas la personne, mais je mets d'une manière générale, les Français ont confiance en des gens qui connaissent et qui incarnent. Prenons, alors je vais remonter très très loin, la Dream Team Jospin, quand vous aviez Aubry, qu'on l'aime ou pas, Martine Aubry aux affaires sociales, à la santé, Guigou à la justice, DSK à l'économie, des gens connus, les choses changeaient. Je vais dire une énorme bêtise. Qui se sont fait connaître. Imaginons dans 6 mois, Emmanuel Macron nomme Jack Lang ministre de l'Éducation. Au-delà de une forme de rigolade, etc. Mais attendez, il n'est plus dans le jeu. C'est quelqu'un qui créerait une sorte de choc. Pour ou contre. Mais bien sûr, je caricature. C'est-à-dire, on prend quelqu'un d'une personnalité publique connue. L'effet Hulot, l'incarnation était là, mais comme vous le savez, il n'a pas pris en main son ministère à tel point qu'il a fini par le quitter tout seul. Mais c'est pour ça que je pense que Emmanuel Macron a choisi de prendre des personnalités non médiatiques, sauf Dupond-Moretti, on va dire quelques-uns volontairement. Pour éviter Darmanin qui incarne un peu plus. Bien sûr, mais Darmanin parce que c'est un politique. Il avait une histoire avant 2017, avant la victoire de Macron. Mais les Français attendaient quand même deux grandes réformes, celle de l'éducation et celle de la santé. Et bien, elles ne sont toujours pas faites depuis 6 ans. Et on met à la tête de ces ministères des personnalités qui, comme on le dit, manquent d'incarnation, manquent pour lancer ces grandes réformes. Ça, c'était la forme. Après, sur le fond, encore une fois, il y a deux éléments qui me semblent importants. C'est cette non-augmentation des enseignants qui avait été promise par Emmanuel Macron en janvier. C'est en fait, je l'ai vu pour tout vous dire dans le Quotidien hier soir, où ils ont Pape Ndiaye dit je n'ai jamais dit ça, et en fait ils ressortent Emmanuel Macron, les propos d'Emmanuel Macron pendant la campagne en disant les enseignants seront augmentés de 10% à partir de janvier, et visiblement ce n'est pas le cas. La deuxième chose, moi, qui m'a un peu sidéré, c'est quand il dit 27% des élèves n'ont pas le niveau en français quand ils arrivent en 6e, 30% en maths, et donc il voudrait que des enseignants, des professeurs des écoles viennent renforcer
cette faiblesse en disant je vais mettre l'accent sur le collège, mais bon sang. Oui, sur le collège, en prenant d'ailleurs des enseignants du primaire. Donc imaginez un collégien qui rentre au collège, on lui demande, il va retourner au primaire quelques heures par semaine pour réapprendre à lire et à écrire. C'est pas comme ça que je crois que ça c'est prévu que ça se passe. C'est plutôt les enseignants du primaire qui vont aller dans les collèges. Qui d'ailleurs, pour avoir entendu quelques interviews d'enseignants hier, les valorisent plutôt et leur semblent plutôt intéressants. Moi, je pense que sur l'organisation, ça a l'air d'être d'une complexité. Je parle du principe pour les enseignants du primaire d'aller dans les collèges. Ça leur semble intéressant. Après, effectivement, les modalités. Est-ce qu'ils le font de façon bénévole? Est-ce que comment c'est structuré? C'est un autre sujet. Moi, je pense que la démarche est intéressante. Ce qui manque certainement, c'est que ce soit assuré à la fois par des enseignants du primaire qui sont d'ailleurs en partie responsables des faillites de ces élèves, ou en tout cas de l'éducation qui leur a été donnée, l'enseignement qui leur a été donné, et des enseignants du secondaire. Il faut enfin de 6e, 5e. Il faudrait que ce soit fait de façon concertée. Moi, je pense que le principe est louable. On peut au CP, c'est le CP. Le problème vient du CP. Il y a deux niveaux de discussion. Qui n'est pas adapté. Il y a deux niveaux de discussion. Oui, il faut renforcer évidemment l'éducation, l'enseignement et la façon dont on apprend le français, les maths et d'autres matières nécessaires à nos enfants dans le primaire. Mais aujourd'hui, il y a une crise urgente et mesure d'urgence. Là, on est dans la mesure d'urgence, c'est-à-dire comment sur les enfants qui sont aujourd'hui entre le CM1 et la 5e, sur les 5-6 prochaines années, essayer de les remettre au niveau. Franchement, est-ce que c'est 1 heure par semaine qui on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est toute la réforme scolaire qu'il faut faire. Pour avoir un enfant, dans ces classes-là, je peux vous dire que la remédiation, c'est quelque chose qui fonctionne. Alors, 1 heure, c'est certainement pas suffisant, mais le principe de la remédiation, ça fonctionne. Remédiation, c'est quoi? C'est de redonner des cours. La remédiation, c'est de prendre les enfants qui sont dans des classes en difficulté dans telle et telle matière et d'avoir pour eux des cours en petits nombre, en petits effectifs, 5, 10 maximum, avec les professeurs pour les remettre au niveau. C'est le nombre d'élèves par classe. Donc ça veut dire recruter des professeurs formés et pas des contractuels et compétents et faire des classes où les élèves sont beaucoup moins nombreux. Parce que c'est ça la clé. Et on peut dire on a tous été dans des classes à 30, 40. Non, pas à mon époque et certainement pas en primaire. Alors moi non. Mais en primaire, on était entre 20 et 30. Moi, je pense qu'on était entre une vingtaine maximum, mais ça dépendait des réalités. Voilà. Mais la réalité, c'est ça, c'est le nombre d'élèves par classe et surtout dans les petites classes, parce que c'est là où on apprend des choses. On va y revenir dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Et nous parlons de Pape Ndiaye et donc des annonces qui ont été faites hier. Frédéric Dabine, une réflexion tout à fait juste. Le lien entre la fin du discours du président de la République et ce qu'a dit Pape Ndiaye hier. Ce que les Français comprennent, je pense, la situation très compliquée, les dimensions internationales, les contraintes, mais ils ne supportent pas la perte de cohérence. Si je lis les dernières phrases des vœux présidentiels du 31 décembre, il parle des difficultés, il est prudent, il finit quand même, et dans les prochains mois, dans nos salles de classe et dans nos hôpitaux, comme chez nos médecins de ville, en ville, vous verrez les premiers changements tangibles de la rénovation de notre école et de notre santé. Et quand on dit rénovation, ça passe quand même par, comme le disait justement Alexis, moins d'élèves par classe. Et surtout, une revalorisation d'un métier qui a perdu beaucoup de son statut et de sa capacité à avoir du pouvoir d'achat. Quand le ministre dit, et vous m'avez appris, que c'était pas d'actualité à court terme, je pense que ça peut très bien s'expliquer aussi. Mais ça crée une dissonance fâcheuse entre les vœux présidentiels et l'application concrète à peine 3 jours après. Oui, sur les collèges, je vois beaucoup d'auditeurs qui réagissent. Fermeture de classe à tour de bras, nous dit Angélique, depuis des décennies, ont totalement déstabilisé les apprentissages du primaire. Aucun collège ne voit une seule classe se fermer. Les enfants ne savent pas lire, c'est la faute des moyens qui leur sont attribués et non pas l'inverse. C'est aussi la responsabilité des parents, nous dit une autre auditrice, qui défie aussi les enseignants et qui, TikTok, quand vous voyez, je voyais un enseignant qui disait dans ma classe de CP, il y a 8 enfants qui ont un téléphone portable. C'est au CP. Au CP. Donc, ça et l'apologie de la bêtise. C'est-à-dire que finalement, on peut réussir dans la vie en étant absolument stupide. Et les gamins se disent, moi je veux être influenceur. Voilà.
Mais bon, mais ce qu'on avait évoqué aussi il y a quelque temps au moment du bac sur ces élèves de terminale qui ne savent pas écrire l'heure. Autrement qu'en numérique, qui ne savent pas lire l'heure, sur une horloge. Et je voyais un prof qui disait ils ne savent pas écrire la date. Donc on tombe quand même dans des profondeurs absolument sidérantes. Donc je sais pas comment tout ça va pouvoir avancer, parce que j'avais repassé ces vœux d'Emmanuel Macron qui tous les ans à chaque fois dit vous verrez des changements dans les mois qui viennent. Mais c'est toujours aussi un exercice obligé des présidents. Il y a toujours le moment sur l'empathie, le moment sur l'unité et le moment sur ça ira mieux demain. Et c'est le printemps. Oui, c'est venu, c'est monté à Edgar Hoover, qui était le prédécesseur de Roosevelt, Hoover, qui disait la prospérité est au coin de la rue, juste après octobre 29. Quoi. Il y a un montage formidable qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, avec tous les vœux des 10 dernières années, où ça commence toujours. L'année a été dure, mais voilà. Bon, demain, ce sera mieux. Mais je vois des extraits de l'interview de Pape Ndiaye. Tous les sujets seront abordés. Il y aura une concertation. Nous allons porter sur les modalités d'évaluation. Enfin, c'est voilà. Il parle aussi dans cette interview de mixité sociale. Il veut remettre de la mixité sociale dans les écoles. Sur le principe, pourquoi pas. Alors, le fameux IPS, l'indice positionnement social, où il découvre finalement que dans les écoles privées, finalement, c'est les parents favorisés, et dans le public, c'est totalement faux. Enfin bon, on découvre des choses incroyables. Il veut remettre la sectorisation, qui pose un problème énorme, parce que finalement, la sectorisation, c'est on est dans le collège ou dans le lycée à côté de chez soi. Enfin bon, bref, et puis il n'y a toujours pas de réponse sur la laïcité. Enfin, les chefs d'établissement n'ont toujours pas ce fameux code de vestimentaire, où notamment il y a l'abaya qui est décrite et qui est dessinée pour que le principal puisse savoir que l'abaya est interdite dans l'école et puisse le montrer à la limite aux gamins en disant voilà, ta tenue, c'est pas un phénomène de mode, même si tu mets une ceinture, c'est un vêtement religieux et donc tu n'as pas le droit de le mettre. Et ça, encore une fois, les principaux l'attendent toujours. Ouais, il faut appliquer la loi de 2004 fermement, a dit Pape Ndiaye. C'est tout, voilà. Bon, je sais pas mais c'est aberrant. Facile à dire. Facile à dire, oui, c'est ça. Pour les principaux, c'est très difficile. Voilà. Je voulais quand même qu'on parle de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, avec ce numéro spécial, il y a eu un appel à caricature qui concernait l'Iran. Et donc, il y a eu des dessins qui sont arrivés, qui sont des caricatures. C'est pas autre chose qu'une caricature. La une, où on voit ces mollahs retourner d'où vous venez, et on a des mollahs qui retournent dans le sexe d'une femme. Dans le vagin d'une femme. C'est formidable, je trouve, ce dessin. Quand tu le regardes, tu dis, quand même. Mais c'est la liberté. Ce qui est très intéressant, c'est la réaction d'un dignitaire iranien qui n'a pas dit Charlie Hebdo, qui a dit la France. Nous ne permettront pas au gouvernement français de dépasser les bornes. C'est intéressant parce que c'est vraiment révélateur de ces personnes qui n'acceptent même pas le concept d'une société civile, qui sont dans une logique totalitaire. Puisqu'ils sont totalitaires, ils disent l'État peut, chez nous, s'immisce partout. En France, c'est sûrement le ministre de la Culture qui a appelé Charlie pour dire faites ces caricatures. Ça en dit long sur la psychologie du bonhomme. Parce que c'est l'Iran qui a protesté officiellement. C'est pas officiel. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, au-delà de la réaction de l'Iran, c'est dans la logique de Charlie Hebdo. Moi, je trouve que là, on est dans la caricature et la provocation utile. Oui, c'est ça. Certains peuvent dire c'est pas utile. Je suis Charlie comme tout le monde, ou en tout cas comme il faut l'être. Mais les caricatures de Mahomet, on était dans la provocation pure, dans, on peut dire, le sacrilège par rapport à ceux qui sont effectivement affectés par ça. Là, on est dans la provocation intéressante, utile, et Charlie fait vraiment son travail, et il faut soutenir, il faut acheter ce numéro de Charlie, absolument. Sachant que la notion de sacrilège, je ne vous la dénie pas, mais elle est complètement, elle n'existe pas dans notre droit. Il n'y a pas de droit au blasphème, même si c'est vrai que c'était une enquête qu'on avait faite qui avait beaucoup frappé Valérie quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, une enquête IFOP pour Marianne. On avait
un jeune sur 3, c'était 31 ou 32%, donc un peu moins de jeunes âgés de moins de 18 à 30 ans qui considéraient que Samuel Paty avait eu tort de montrer des dessins pour ne vous illustrer la méprenez pas sur liberté. ce que je disais, Frédéric. Je ne contestais pas le droit de Charlie à caricaturer le prophète. L'utilité me plaît aussi, c'est vrai que c'est très utile quand on a des gens est dans deux niveaux de discours différents. Mais vous avez un journaliste, Georges Malbruno, qui a dit Charlie Hebdo a le droit de publier des caricatures du guide suprême Ali Khamenei, mais il y aura des conséquences. L'une d'elles sera de dégrader encore plus ses relations avec la France et de probablement fragiliser la situation dans ces otages. Je suis Charlie, mais est-ce qu'il y a des limites, encore une fois? Elle est tellement bonne quand on voit tous les condamnés à mort dans les prisons. De la part de quelqu'un qui a été otage, si je m'abuse. Oui, mais parce qu'il pense aux otages. Oui, il sait que ça peut être un moyen de pression supplémentaire du gouvernement iranien sur la France. Mais dans ce cas-là, oui, c'est... Après, il faut faire attention à tout et on ne peut pas contrôler. Justement, c'est la liberté d'expression. C'est le droit de Charlie Hebdo et il ne faut pas mélanger, justement, Charlie, le gouvernement, la France, ce qu'essayent de faire les Iraniens, justement. Là, c'est rentré dans le jeu des Iraniens, je trouve. Oui, que d'accepter ça. Oui, non, mais pas. J'ai rien à ajouter avec tout ça. Liberté de la presse, et voilà. Bon, un mot sur le pape, donc funérailles en ce moment même de Benoît XVI, et on a vu des images hier, et ça rejoint peut-être un petit peu notre débat tout à l'heure sur l'enseignement et le changement de la société, où des gens sont venus lui rendre hommage, venus se recueillir, voilà, et le recueillement n'est plus celui qu'il était, puisque tous les gens ont des téléphones portables, photographient la dépouille du pape, et certains font même des selfies. Juste un peu choqué par le fait qu'on mandate Gérald Darmanin, à moins que ce ne soit une décision personnelle. Ministre des cultes. Oui, mais il est quand même aussi ministre d'État, si je ne m'abuse, ministre de l'Intérieur, et alors qu'on n'avait qu'un, sans lui faire injure, sous-ministre pour l'intronisation de Lula au Brésil, là où d'autres pays avaient envoyé des présidents, des chefs d'État, des premiers ministres, etc. Toute la complexité de la diplomatie, je ne sais pas. Vous pensez que le président aurait dû... Moi, je pense que c'est plus important d'aller à l'investiture de Lula que d'aller aux obsèques de Benoît XVI, mais quand on est représentant du gouvernement français. Peut-être. Vous en pensez quoi? Non, la séparation de l'Église et de l'État me semble... C'est vrai qu'il est ministre des cultes, donc c'est tout à fait... Ça peut justifier qu'il aille aux obsèques de Benoît XVI, qui sont exceptionnelles. Hein. C'est le premier pape émérite enterré avec la présence du pape actuel, qui va, à mon avis, célébrer la messe. Et sur les selfies, c'est cette société Instagramisée. On l'a vu sur les Champs-Élysées d'ailleurs. Où il faut absolument tout raconter, être dans un récit permanent. Immédiat. Il faut montrer qu'on est là, sur le lieu même, et qu'on existe. Il y a une pâtisserie à Paris que je n'aimerais pas, où il y a des files d'attente d'environ 100 mètres tous les jours, où les gâteaux coûtent une vingtaine d'euros. Je ne les ai pas goûtés, mais ils sont sûrement très bons, mais les gens ils vont surtout pour faire une photo et la mettre après sur Instagram. C'est dingue. Et voilà. Les réseaux, comment les réseaux. Le débat sur l'éducation et sur société de consommation, société du spectacle, tout est là. On aurait des choses à dire et à débattre. Vive le printemps. Mais c'est quand le printemps d'ailleurs? C'est pas tout de suite. Ça dépend si on a l'hiver, vous savez. On va pas faire une polémique. C'est pas très printemps, ça. On s'est à peu près mis d'accord. On va pas commencer une polémique. En plus, en présence d'Alexis, c'est très fort. Absolument. Allez, j'avais décidé de penser printemps. Merci à tous les quatre. Dans un instant, l'émission Média avec Élodie Gossuin. À tout de suite.